Bonjour à tous, merci de nous faire confiance. Une attaque a visé dans la nuit du samedi du 8 au dimanche 19 septembre l'aéroport de Bujumbura au Burundi, d'où devait décoller le président Evariste Ndayishimiye pour New York. On reçoit Mamadou Diouf, l'éditorialiste. Avec lui, nous allons parler de tout ce qui entoure cette attaque qui a visé l'aéroport de Bujumbura. Bonjour Mamadou, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte très bien. On parle de quel groupe déjà derrière cette attaque de l'aéroport de Bujumbura? C'est un groupe qui est déjà connu au niveau du Burundi, puisque ce n'est pas la première fois que ce groupe organise des attaques contre le pouvoir. Il s'agit du groupe Red Tabara, Red qui signifie résistance pour un état de droit. C'est des gens qui avaient combattu déjà l'ancien président Nkurunziza. Ils étaient déjà sur le terrain, ils sont connus. Et c'est eux qui se manifestent à nouveau en considérant que quand le nouveau président est venu, on avait espéré un changement au niveau du Burundi, une démocratisation véritable. Mais le résultat est là, on en est encore loin. Et ils ont profité du départ du président pour attaquer l'aéroport, de sorte que beaucoup de gens pensent que finalement, on a voulu répéter ce qu'on a déjà connu dans la zone. Tuer un président de la République et tout le monde sait ce que ça avait entraîné comme conséquence au niveau du Rwanda à l'époque. Pourquoi précisément choisir ce moyen pour se faire entendre? En fait, si vous regardez au niveau de la presse du Burundi, au départ, les gens n'ont pas voulu en parler, puisque la presse est encore fortement surveillée par l'État, et les gens considéraient qu'en parler, c'était faire la communication du groupe Red Tabara. Et si tu fais la communication du groupe Red Tabara, tu risques d'avoir l'État en face de toi. Le fait qu'au départ, dans la presse du Burundi, les gens n'en ont pratiquement pas parlé en craignant que l'État ne réagisse contre eux en considérant qu'ils font le travail de communication à la place d'un groupe considéré comme un groupe rebelle, voire même terroriste. Mais il est clair que ce groupe a voulu faire une action d'éclat. Ce groupe également a voulu montrer qu'il est toujours là, parce qu'il n'avait jamais disparu. Même sous la présence du président Nkurunziza, il y a eu des attaques. Et ça reprend présentement avec l'actuel président. C'est comme si le wait and see est terminé. Le temps qu'on lui avait donné pour qu'il prouve qu'il va pouvoir faire ce travail de réconciliation de façon inclusive est terminé. Et c'est comme si Red Tabara décide actuellement à reprendre les armes contre le pouvoir du nouveau président du Burundi. Visiblement, les autorités minimisent l'attaque et ils parlent d'un moyen de communication ou bien de se faire entendre par ce groupe de Red Tabara. Mais c'est logique. C'est logique parce qu'il ne faut pas oublier que les groupes armés, quand ils font ce genre d'attaque, à côté de l'aspect militaire, il y a cet aspect communication qui est là. Et quand on dit qu'ils ont attaqué l'aéroport, quand on dit qu'ils ont attaqué l'aéroport au moment où pratiquement le président devait partir pour New York au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais ça veut dire que ces gens ont une capacité d'organisation, une capacité de mise en œuvre d'un plan, parce que ça, c'est un plan qui a été très bien fait. Mais si l'État le reconnaît comme tel, on va plutôt voir les défaillances de l'État, comment le président de la République doit quitter l'aéroport. Et c'est au moment où le président doit quitter l'aéroport qu'on reçoit des obus au niveau de l'aéroport. Ça veut dire que quelque part, il y avait des failles en matière de sécurité. C'est pourquoi l'État a effectivement intérêt à sous-estimer, d'autant plus que sur les 3 obus, les 2 ont explosé, certes, le 3e n'a pas explosé. Il n'y a pas eu grand-chose comme dégâts puisque les vols ont repris dès le lendemain matin. Les avions ont commencé à atterrir à nouveau au niveau de l'aéroport. Donc, c'est vrai, il n'y a pas de dégâts, c'est vrai, il n'y a pas de morts, mais quand même, c'est un coût pour un État chargé d'assurer la sécurité d'un aéroport et du président de la République. Vous avez parlé de coûts, même la presse n'a pas parlé de cette attaque, curieusement. Oui, mais c'est qu'au Burundi, la presse n'a pas la liberté de parler de ce qu'elle veut. Avec le départ de Nkurunziza, on pensait que les données vont changer, il y aura une presse un peu plus libre, mais très rapidement, on a ramené les journalistes pratiquement à la situation d'antan. Ici, comme l'État n'a rien dit, parce que de façon générale, l'État n'a pas essayé de s'aventurer dans des explications ou quoi que ce soit, l'État a presque considéré la chose comme un fait divers, ce qui n'est quand même pas un fait divers quand on fait un attentat qui aurait pu tuer le président de la République. On ne peut pas ramener ça à l'échelle d'un fait divers, ce n'est pas un fait divers. Mais puisque l'État ne veut pas qu'on en parle, l'État lui-même n'en parle pas, si la presse en parle, l'État va s'en prendre à la presse et les journalistes burundais ont subi plusieurs fois les fougues
de cet État dans ce genre de situation. Donc, bref, la base de ce groupe, c'est au Burundi et non dans la sous-région. Non, ils ne sont pas au Burundi. Leur base se trouve au niveau de la RDC. Depuis fort longtemps, d'ailleurs. C'est au niveau de la RDC que se trouve leur base. Ils traversent le fleuve pour venir souvent poser des actes et puis retourner au niveau de leur base. Et ça a fait que pendant longtemps, même entre la RDC et le Burundi, il y avait cette brouille, puisque cette base arrière posait problème pour le Burundi, qui considère que la RDC est en quelque sorte complice de ce qui se passe, parce que ces gens-là ont leur base arrière au niveau de la RDC. Mais dans la zone, c'était malheureusement le cas. Hein. Plusieurs États avaient des problèmes avec des groupes armés, et ces groupes armés avaient leur base sur le territoire d'un État qui est frontalier. Ce n'est pas la première fois que cela se voit dans la zone. Ça a joué sur les relations diplomatiques entre les deux pays. Pour le moment, il n'a pas été possible de résoudre ce problème, malgré l'arrivée d'un autre président à RDC et malgré l'arrivée également d'un autre président au niveau du Burundi, puisqu'entre les deux anciens présidents, à un certain moment, c'était pratiquement la mésentente. Alors, on veut voir clair. Red Tabara là, est composé de Burundais ou bien d'un mélange de nationalités? Mais non, ce sont des Burundais qui s'opposent au pouvoir au niveau du Burundi. Mais qui ont pour base la RDC. Oui, ce mouvement est né après la guerre civile, puisqu'il y a eu les accords d'Arusha, et il y a tout un ensemble de choses qui devaient être faites par l'ancien président Nkurunziza, qui au départ, quand il est arrivé au pouvoir, a respecté l'esprit des accords d'Arusha, mais qui rapidement, pratiquement un an après, a complètement tourné la page des accords d'Arusha. Quand cela a été fait, certains groupes armés, parce que c'était un groupe armé en bonne et due forme, ont repris les armes pour combattre le président Nkurunziza, et Red Tabara en fait partie. Mais bien sûr, un Nkurunziza, le combattre sur son territoire, c'était compliqué, puisque Nkurunziza ne permettait même pas aux opposants de pouvoir être sur le territoire burundais et de s'opposer, alors que ces opposants n'avaient pas des armes. C'est des gens qui voulaient accéder au pouvoir de façon démocratique. Tout le monde a vu la dernière crise qui est intervenue un peu avant son décès. Une bonne partie des opposants avaient été obligés de fuir. Même les populations qui soutenaient ces opposants, une bonne partie de ces populations également avaient été obligées de se réfugier en dehors du Burundi pour ne pas subir les foudres de ce pouvoir. Donc il est clair qu'un pouvoir qui ne tolère pas un opposant politique, ce n'est pas lui qui va tolérer un opposant qui porte les armes. Ils l'ont très bien compris, ils sont allés chercher leur base en dehors du territoire, parce que si leur base était là-bas, très certainement, une opération sera organisée contre cette base par le président en place. Alors, ce groupe est apparu il y a 10 ans et comme vous l'avez dit, a comme base le Sud Kivu en RDC. L'ancien président Nkurunziza n'a pas pu faire un travail. Quel est le travail qui attend le président Évariste Ndayishimiye? Mais le travail qu'il attend, quand tu as un groupe armé qui a une base dans un pays frontalier, la meilleure façon de les combattre, c'est de ramener de très bonnes relations entre les deux pays. Alors que malheureusement, ça n'avait pas été le cas entre les deux anciens présidents, aussi bien du Burundi que de la RDC. C'est vrai que Tshisekedi, quand il est arrivé, a essayé de pacifier cet espace dans lequel il se trouve. Il y a un peu une bataille de leadership, il faut le dire, entre lui et le président rwandais sur ce plan-là. Mais il n'y a pas eu la réponse de la part du Burundi. Il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, le Burundi a été mis carrément au banc des accusés. Tous les pays de la sous-région avaient tourné le dos au Burundi parce que le président Nkurunziza ne voulait pas entendre parler du tout de réconciliation que tous ces pays avaient essayé de faire pour que ces problèmes qui existaient au Burundi soient réglés. Il a fait la même chose avec la communauté internationale. Il s'est mis à dos également la communauté internationale avant de quitter ce monde-là. Maintenant, il y a deux nouveaux présidents. Le président de la RDC a montré sa disposition, mais le président actuel est plus dans une gestion d'affaires intérieures qu'autre chose. On se rappelle encore que le Rwanda avait tendu la main. Ils n'avaient pas accepté de prendre la main tendue du Rwanda à l'époque. C'est pour dire que jusqu'à présent, c'est le Burundi qui doit faire un effort pour avoir de très bonnes relations avec ses voisins. À partir de ces relations avec ses voisins, il peut être abordé cette question des bases militaires qui se trouvent en dehors du territoire burundais. C'est ce que le Sénégal a fait avec la Guinée-Bissau. C'est ce que le Sénégal a fait avec la Gambie. Et aujourd'hui,
le reste de la résistance en Casamance a d'énormes problèmes parce que la résistance n'a plus de base arrière. Et l'État est en train de récupérer les bases que la résistance armée en Casamance avait à l'intérieur du territoire sénégalais. En 2020, le CNDD-FDD, la société civile et puis les forces de l'ordre ont été sonnées également par une attaque de Red Tabara. Ce groupe se signale un an plus tard également avec ce qu'on a vu à l'aéroport de Bujumbura. Ça veut dire que c'est un groupe quand même qui a les moyens pour pouvoir lutter contre le pouvoir central. Quelle est leur force? Difficile à dire. Tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils représentent objectivement aujourd'hui? À l'époque de la guerre civile, oui, on savait de quoi il s'agissait parce que ce n'est pas un groupe qui est né tout simplement tout de suite. C'est un groupe qui existait déjà. Aujourd'hui, quelle est leur force véritablement? Tout le monde se pose des questions. Qui est leur leader même? On se pose également des questions. C'est quoi leur ambition? Est-ce que c'est juste la démocratisation? Est-ce qu'ils veulent prendre le pouvoir par la force? Est-ce qu'ils veulent participer à un processus démocratique? On ne les voit pas trop communiquer au niveau des médias pour qu'on sache qu'est-ce qu'ils veulent. De plus en plus, c'est des frappes. Et d'ailleurs, même après l'attentat de l'aéroport, il y a une autre attaque qui a eu lieu au niveau d'un restaurant où il y aurait eu 2 morts. L'information reste à confirmer puisque les agences de presse commencent à en parler. La question qu'on se pose, c'est est-ce que pendant cette sorte de pause, si on peut l'appeler ainsi, ces gens ont pris la peine de se réorganiser, de se réarmer, et qu'aujourd'hui, ils sentent qu'ils ont la force de frappe dont ils avaient besoin pour pouvoir recommencer à attaquer le Burundi, parce que là où ils ont commencé quand même, ils ont commencé très haut, en cherchant l'aéroport et en cherchant le président de la République, ce qui suppose, en principe, qu'ils se soient minutieusement préparés avant d'arriver à ce niveau. L'opposant Alexis Sindouyi serait le chef de ce groupe composé entre 500 et 800 personnes selon les autorités burundaises. Ce dernier nie également cela. Cela veut dire qu'on ne connaît pas celui qui dirige véritablement ce groupe aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Qui dirige, c'est encore un problème, il faut le dire. Et il y a un autre qu'on appelle Maïtiade Biremba. Biremba serait le responsable, parce qu'on sait qu'en 2016, il était le responsable de ce groupe. On dit que c'est lui le responsable, mais souvent dans ces pays, à un certain moment donné, l'État a tendance à accuser l'opposition d'être avec les groupes armés. Puisque quand les groupes armés frappent, quelque part, ça fait l'affaire de l'opposition, puisque c'est les mêmes ennemis. On a vu ce qui s'est passé en Centrafrique avec l'ancien président Bozizé et le groupe armé, la coalition des groupes armés. Oui. Ben, il y a un peu de logique dedans, parce qu'à un certain moment, les opposants se disent, mais attendez, s'il n'y a plus de possibilité de mettre fin à un pouvoir par la voie démocratique, il reste quelle possibilité? C'est la voie des armes seulement. Et parfois, ça amène certaines oppositions à plier un certain nombre de principes pour cautionner des groupes armés, parce qu'eux-mêmes n'étant pas des groupes armés, ils ne peuvent pas prendre les armes pour aller prendre le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au Burundi? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Red Tabara ou sans Red Tabara, de Nkurunziza à aujourd'hui, on n'a pas permis aux opposants du Burundi de pouvoir véritablement être sur le sol burundais et de se comporter comme des opposants en bonne et due forme. Donc qu'on les mette tous dans le même sac, ce n'est pas une surprise de la part de l'État du Burundi. Et vous pensez que c'est ce que le nouveau président doit faire? Permettre à l'opposition d'exister, d'être au pays et de s'occuper de leur activité politique? Mais quand il est arrivé au pouvoir, tout le monde l'a dit, et c'est ce que tout le monde attendait, et les Burundais d'abord. Le retour des populations déplacées, une réconciliation, le retour des opposants, et un travail pour qu'il y ait définitivement une paix dans ce pays. Puisque même sous Nkurunziza, les attentats avaient continué, pas seulement les attentats, mais il y avait cette répression de la part de l'État sur les populations qu'on ne peut pas appeler une paix, même s'il n'y avait pas une guerre en tant que telle. Mais quand le président est arrivé, la communauté internationale, les pays de la zone, les populations du Burundi, c'était ça l'attente de tout le monde. Mais malheureusement, c'est comme si c'est le régime qui continue, puisque les gens l'avaient dit également à l'époque. Il a été choisi par ce groupe de généraux qu'on considère comme étant les véritables dirigeants du Burundi. Est-ce qu'il va essayer de s'affirmer en tant que personne pour proposer autre chose? C'était ça l'espoir, mais pour le moment, cet espoir n'a pas permis aux gens de voir leurs attentes
réalisé. On va terminer par cette question. Est-ce que vous pensez que le président Évariste Ndayishimiye dirige véritablement le Burundi? Ben, c'est lui le président de la République. On l'a mis devant après la mort de Pierre Nkurunziza. Nkurunziza, mais il a été désigné par ce groupe de militaires. Et à la limite, aujourd'hui, on se demande est-ce que ce n'est pas ce groupe de militaires qui dirige? Parce que quand il est arrivé au pouvoir, parmi ses qualités, les gens avaient dit que c'est quelqu'un qui n'avait pas trop de sang dans la main, on ne lui connaissait pas des casseroles en matière de corruption, etc. Donc les populations, tout en voyant que c'est le système qui continuait, avaient eu en partie foi en la personne, en espérant que cette personne va s'affirmer pour changer les donnes, en espérant ce qui s'est passé en Angola, par exemple, parce que celui qui a remplacé le président de la République n'est pas venu continuer ce que le président de la République était en train de faire. Mais pour le moment, il faut dire clairement que cet espoir est plutôt déçu. Merci beaucoup à vous, Mamadou. On marque une petite pause et on revient avec notre invité du jour.